Alors, je ne veux pas dire que je vais être court maintenant, même si ça va être mon objectif, bien sûr. Alors, là, je ne vais pas me hasarder à une synthèse, puisqu'il s'agit d'un événement plein de richesses. Cela ne rendrait pas du tout justice à la quantité de savoir et d'analyse partagée aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler de plaisir et d'inspiration qui ont été les miens en écoutant mes collègues. Et ce dont je vais vous parler, c'est tiré de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Vous allez le voir. Lorsque l'on passe une année entière à lire et à relire Foucault et à lire ceux qui ont traité de Foucault, après avoir passé des dizaines d'années en dialogue avec son œuvre, et c'est mon cas, l'on pourrait penser qu'on connaît un peu le personnage, et c'est la beauté même de tels débats et conférences, car l'on se rend compte qu'en fait, il y a encore beaucoup plus d'éléments à traiter qu'on ne pourrait le croire. Vous avez notamment parlé de 3 idées que je vais reprendre et dont je vais traiter, sans attendre d'ailleurs quoi que ce soit et sans avoir pour intention d'être exhaustif. Premièrement, le dialogue avec d'autres intellectuels. Deuxièmement, la compréhension des sociétés. Et troisièmement, un appel à la pensée critique. Pour commencer, dans ce dialogue avec les autres intellectuels, comme nous l'avons entendu ce matin, on a entendu parler d'Habermas et cet après-midi de Assad et Saïd, eh bien, il s'agit là d'intellectuels de son temps contemporain ou après sa vie courte, des intellectuels de son monde intellectuel et venant d'autres cultures. Et il existe un paradoxe, selon moi, dans ce que j'ai entendu, c'est que Foucault, d'une certaine manière, était peut-être mieux compris, mieux réutilisé par des plus jeunes, des intellectuels qui étaient plus éloignés que ses contemporains et des personnes qui étaient peut-être moins proches de ses amis intellectuels. Nous le savons très bien, personne n'est prophète chez soi. Comme Hassan Saïd, comme il n'aurait pas écrit ce qu'ils ont écrit concernant la religion, la subjectivité pour le premier et les préjugés orientalistes pour le deuxième auteur, s'il n'avait pas lu, s'il n'avait pas reçu comme inspiration les écrits de Foucault, eh bien, je dirais qu'il existe une notion de temporalité intéressante ici. Quand on reçoit et on réutilise la pensée de Foucault, Assad, je crois, a été très inspiré par la dernière partie de la vie de Foucault, alors que Saïd, quant à lui, a été plus inspiré, comme nous l'avons entendu, par les premières expressions foucaldiennes, alors que Habermas, lui, et d'une certaine manière, n'a pas tenté de complètement comprendre Foucault dans sa pensée généalogique et critique. J'ai pensé bien sûr à ce débat virtuel entre Foucault et Habermas dont nous avons entendu parler ce matin, qui a été traité, un débat qui n'a jamais eu lieu parce que Foucault ne souhaitait pas ce débat et Habermas a écrit ses critiques les plus sévères une fois que Foucault était déjà décédé. Donc, quand moi je pense à ce débat virtuel, je pense à une incompréhension. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce que nous avons dit concernant l'idée d'une dialectique qui pourrait sans doute rassembler les deux. Une dialectique des Lumières qui les rassemblerait, qui rapprocherait l'anticipation, le contrôle et le progrès et la supervision, la surveillance. Nous avons vu à quel point ceci pourrait vraiment avoir pleinement son sens, c'est-à-dire penser aux questions contemporaines, aux problématiques contemporaines telles que la crise écologique et aussi la présence du fascisme au cœur même des démocraties ou de ce que nous appelons les démocraties. De même, cet après-midi,
Et là, il s'agit de mes idées et la façon dont j'ai présenté les œuvres de Foucault. J'ai parlé d'angle mort concernant les colonies, le colonial, notamment les ethnographies occidentales, nous parlaient d'empire et les angles pris concernant ce discours et les débats que nous avons eus concernant les interprétations du discours foulcadien permettent à Saïd de saisir pleinement les éléments communs des représentations des Arabes. Cependant, dans les deux cas, et nous l'avons entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, de façon assez légère, c'est vrai, il existe toujours le fantôme du manque de sympathie ou d'empathie de Foucault pour le droit des Palestiniens et leur cause. Maintenant, le deuxième point, qui pour moi est une vraie source d'inspiration, même s'il y a un paradoxe, c'est la compréhension des sociétés. Nous avons vu cela lorsque nous avons étudié les liens entre Foucault et la Pologne et l'Iran. Pas simplement, mais entre autres. Et une fois de plus, nous voyons ce paradoxe. Et ce paradoxe apparemment a été mieux saisi et compris du point de vue culturel par des sociétés plus éloignées, l'Iran par exemple, mais on pourrait dire la même chose également de la Tunisie, mieux compris que par les nations européennes, par exemple la Pologne dont nous avons traité. Je crois que je pourrais rajouter aussi la Suède, puisqu'il a passé des années dans ces deux pays. Alors d'un côté, bien sûr, il y a la question de la maturité politique qui compte. C'est ce que Didier Ribon a écrit dans sa biographie. C'est-à-dire au cours des années 50, 1950, lorsque Foucault était à Uppsala, puis ensuite à Varsovie. C'est à ce moment-là qu'il a décrit Foucault comme Foucault vivant les années de dandy. Il n'était plus intéressé par ces sociétés dans lesquelles il vivait. Et ce matin également, nous avons entendu parler de la Pologne et il est passé peut-être un peu à côté de cette vie intellectuelle riche qu'il voulait. Voilà donc peut-être l'ombre du communisme dont il a été en fin de compte victime. Et pour mettre ceci en contraste avec autre chose, nous voyons ô combien il était conscient politiquement, ô combien politiquement il était bien éclairé plus tard dans sa vie, au cours de sa vie, notamment en Iran. Et là aussi, je pense qu'il y a une évolution. Après avoir visité la Tunisie en 67-68 et l'Iran en 78-79, parce qu'en Tunisie, il était pris par les événements. Il était dans les événements. Ils existaient, ces événements. Et il s'y est inscrit, si je puis dire. Et alors qu'en Iran, il est allé en Iran, il y a travaillé pour être pleinement prêt. Et l'idée, je crois, qui était originale, c'est l'idée du philosophe journaliste. Cependant, ce projet visait à rassembler certains de ses collègues dans plusieurs pays pour non pas être ceux qui allaient commenter ce qui se passait au sein même de ces sociétés, mais pour être le groupe qui se saisirait pleinement de la richesse des idées, des théories qui venaient de ce mouvement dans ces sociétés. Je crois qu'il y a 3 volets dans ce projet. Premier volet, nous savons combien il était important pour lui, c'est l'idée de la philosophie du présent. En français, on pourrait même utiliser le mot « actualité ». Difficile à rendre en langue anglaise. Nous connaissons bien l'influence de Nietzsche et ensuite Kant, en tout cas son interprétation à lui de Kant. Deuxième volet, deuxième élément, c'est la reconnaissance que les idées politiques, là, ou les idées philosophiques d'ailleurs, n'étaient pas en fait des idées dans les cercles académiques. Il s'agissait plutôt d'idées qui ne venaient pas simplement du peuple, mais venaient d'une mobilisation de peuple. Et troisièmement, troisième volet, troisième pan à tout cela, c'est
une façon exigeante pour bien se préparer à entamer ses œuvres en tant que philosophe journaliste, c'est-à-dire une lecture des sociétés, avec bien sûr les limites que nous avons évoquées, car dans aucun de ces cas n'a-t-il réussi à devenir un vrai ethnographe. Ce n'est pas en passant 2 semaines dans un pays, nous le savons bien, que nous devenons un ethnographe. Mais en tout cas, il a fait les efforts afin d'essayer de mieux les saisir. Et la troisième dimension que j'évoquerai, c'est cet appel pour la pensée critique. Nous l'avons vu en filigrane dans tous les exposés aujourd'hui. Mais là, permettez-moi de soulever 2-3 idées. Les post-vérités, la post-vérité. Nous avons parlé de ce dialogue qui existe entre Arendt et Foucault. D'ailleurs, ça c'est un vrai dialogue, parce que, original, pardon, parce que Foucault n'a jamais écrit sur Arendt, et je n'ai pas l'impression qu'il appréciait particulièrement son œuvre. Donc, justement, c'est très intéressant de les rapprocher. Et ceci pour effectuer cette compréhension différente de ce qu'on appelle la post-vérité, en faveur d'une approche cognitive et d'une théorie analytique de la vérité, passant par un questionnement politique où la vérité n'a pas un T, la vérité n'a pas un V majuscule, ce n'est pas la vérité éternelle, platonicienne, celle qui reposerait sur l'arrogance de ceux qui dominent, que ce soit des politiques, des journalistes, des scientifiques, ceux qui pensent détenir le savoir, mais plutôt une vérité qui serait à la fois critique et démocratique. Je crois que ce déplacement, ce changement peut être encore plus renforcé parce que nous avons entendu l'exemple de Trump et souvent on parle des conspirationnistes, des réseaux sociaux, le rôle des réseaux sociaux dans ces théories que l'on pourrait appeler la post-vérité, les post-vérités. Mais il faut voir ceci aussi à la lorgnette, à l'aune d'autres dimensions, c'est-à-dire quand on regarde comment sont présentées par les gouvernements les nouvelles ou par les médias. D'ailleurs, toutes ces idées, comment dire, de cette nouveauté de la post-vérité, parfois liée aux nouvelles technologies, eh bien, comme nous le savons, si on lit Thucydide, nous savons que du côté Péloponnèse, il y avait aussi un certain biais de l'interprétation. En tout cas, ce n'est pas un nouveau phénomène, même s'il y a peut-être une dimension nouvelle. Et maintenant, le deuxième appel à la pensée critique nous vient en fait lorsque nous avons traité du monde carcéral. La prison, aux États-Unis notamment, mais également en France. La prison est un objet intéressant, car il s'agit d'une situation critique qui n'engendre pas obligatoirement la crise. Car souvent, nous faisons fi, nous tournons le dos à la question, et par là, je veux dire ce qui se passe dans les prisons, mais ce qui se passe dans le système carcéral, pénal, qui amène à envoyer beaucoup de personnes en prison. Comme vous le savez sûrement, la France, comme vous le savez peut-être, la France, tous les mois, bat des records historiques de personnes incarcérées. Et ce qui m'a intéressé, notamment dans ces exposés, c'est l'inversion de l'angle pris du bas vers le haut en passant du haut vers le bas, lorsque nous avons parlé de la vie et de la mort de George Jackson ou des écrits de Albert Woodfox, où nous pouvons voir qu'il s'agit peut-être, qui sont peut-être une inspiration pour les acteurs du GIP, groupe d'information sur les prisons, et pour les prisonniers eux-mêmes.
Et puis, et je pense que vous l'avez soit vécu, soit ressenti, ce qui m'a touché, c'est lorsque nous avons parlé du rôle du livre, des livres en prison. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains gouvernements, pouvoirs publics, autorités empêchent ceux qui sont envoyés en prison d'y aller avec leurs livres. Je pensais notamment à Nasser Abou Sroufou, pardon pour le nom, ce Palestinien qui a passé 30 ans en prison et avec aucun espoir de sortie d'ailleurs à l'époque, et qui a écrit, oui, il a écrit un livre, petit à petit, par petits morceaux, qu'il a réussi à faire sortir de sa cellule israélienne. En anglais, c'est The Tale of a Wall. En arabe, c'est juste The Wall, le mur, et non pas l'histoire du mur, si je le traduis mot à mot, parce qu'en fait, ce ne sont même pas là des livres. Le seul interlocuteur, si je puis dire, pour lui, c'était ce mur. Peut-être en arabe, Jidran. C'est donc cette conversation avec ce mur qu'il a eu. Et c'est donc le fait de manquer de livres qui est un élément qui vient se rajouter à cet emprisonnement dans de nombreux pays d'ailleurs. Par ailleurs, on a soulevé une question qui m'a fait réfléchir quand on a dit que Foucault avait dit que la prison et la réforme de la prison sont des concepts qui sont nés au même moment. Et il y a toujours l'idée selon laquelle il faut réformer la prison. Et la question que je me posais, c'est de savoir si aujourd'hui en France, on continue d'avoir cette discussion sur la réforme de la prison. Je pense qu'on ne parle plus que du fait d'étendre le système carcéral et qu'on ne parle plus du tout de le réformer. Mais c'est peut-être aussi comme cela que l'on peut repenser au travail de Foucault, comment il peut nous aider. Et évidemment, ce n'est pas contradictoire parce que nous vivons à une époque différente, mais on peut suivre ce qu'il dit sur la singularité du lieu et de l'époque et de la nécessité de traiter des questions par cet angle-là également. Ensuite, nous avons parlé des aspects coloniaux et sur les nombreux aspects qui ont été abordés, je voulais parler de la dimension sécuritaire, à la fois de la biosécurité et du biopouvoir. La biosécurité, eh bien, je pensais comment en Afrique du Sud, durant l'épidémie de peste de 1900, la peste a été utilisée pour créer le premier village de population autochtone qui a en fait ensuite amené à l'apartheid 10 ans plus tard en Afrique du Sud. L'idée étant qu'il fallait séparer les Blancs des Noirs parce que les Noirs infectaient les Blancs. Et les statistiques qui ont été réalisées plus tard ont démontré que l'épidémie de peste était en fait beaucoup plus prévalente dans les quartiers blancs que dans les quartiers noirs. Donc nous voyons comment ces aspects de biosécurité peuvent devenir un élément de pouvoir colonial et raciste. Et concernant la dimension de biopouvoir qui a été développée quand on parle de la guerre et du droit à l'autodéfense, au Moyen-Orient, nous voyons comment tout cela peut justifier des guerres préventives et comment cela peut servir de justification pour éradiquer un peuple, un ennemi, et faire en sorte que la vie de ces gens soit absolument invivable. Donc voilà un petit peu les points, parmi tant d'autres, que nous avons abordés pendant la journée. Voici les quelques points que je souhaitais mettre en lumière. Et avant de conclure, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Patricia Foti, bien sûr,
mais également l'équipe technique qui a tout organisé ici pour que tout se passe très bien. Donc Francisco Valderrama et toute son équipe, les deux interprètes que vous ne voyez pas, mais croyez-moi, ils sont là pour le travail de traduction qui est un travail extrêmement exigeant. Et bien entendu, je remercie nos différents orateurs ainsi que les présidents de session pour leur travail extraordinaire. Et je ne peux conclure sans vous remercier toutes et tous pour votre présence. Vous êtes restés avec nous toute la journée. Vous avez fait preuve d'une grande patience et de beaucoup d'attention, ce qui a été un immense plaisir pour nous tous qui avons travaillé à la tenue de cet événement. J'espère que ceux d'entre vous qui ne l'étaient pas déjà, j'espère que nous vous avons convaincus que Foucault est bien vivant aujourd'hui, qu'il est vivant parce qu'on continue d'en parler, de débattre ses idées, de nous inspirer de ses idées. Et je voulais vous quitter sur une phrase célèbre de Michel Foucault qui disait dans un entretien: « Je souhaite que mes livres soient en quelque sorte des boîtes à outils où tout un chacun pourra fouiller pour trouver l'outil qui lui permettra de faire ce qu'il veut dans son domaine précis. » Je vous remercie.